tous. Je voudrais vraiment très sincèrement, en tant que président de l'ICM, vous souhaiter la bienvenue et vous dire combien je suis heureux de vous retrouver, même si c'est en moitié dose, puisqu'il y a une jauge de 50%. Et ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de réunion. On en a fait pendant la crise par webinaire, mais c'est quand même pas pareil. Il faut échanger, il faut voir les gens, il faut discuter avec eux. Et je suis très très heureux de ces retrouvailles. Pour ceux qui n'ont pas pu venir en raison de cette jauge, sachez que dorénavant, toutes ces conférences seront mises une quinzaine de jours après leur présentation sur le site YouTube de l'ICM et que vous pourrez les retrouver pour ceux qui l'ont déjà vu ou les découvrir pour ceux qui n'ont pas pu venir. De même qu'il va y avoir une version anglaise pour les pays anglophones et pour tous nos amis à l'étranger qui veulent nous suivre. J'espère que pendant ces 2 ans, la crise, vous l'avez supportée sans trop de difficultés. J'espère que vous n'avez pas eu trop de drames et de soucis personnels sur le plan santé, sur le plan économique, sur le plan professionnel ou social. Et ça a été un élément très important et qui a permis, dans notre malheur, de réfléchir à la situation. Pendant ces 18 mois, ou près de 2 ans, 18 mois, à l'ICM, eh bien, on a continué à travailler parce que, vous savez, la recherche, elle peut se faire à distance, mais c'est quand même souvent difficile d'être à distance de la paillasse, d'être à distance des patients, d'être à distance de ses travaux. Et donc, l'ICM a continué à travailler très dur et je tiens à féliciter tout le monde, et en particulier tous les chercheurs qui ont continué leur activité. Nous sommes spontanément mis à la disposition de l'hôpital pendant la crise très aiguë qu'il y a eu, et un certain nombre, aussi bien dans le staff que dans les équipements, ont été donnés par l'Institut à l'assistance publique, à la Pitié-Salpêtrière. D'autre part, nous avons été les premiers au monde, je crois, à créer une cohorte de plus de 500 patients atteints de Covid pour étudier l'impact du Covid sur le cerveau et sur le système nerveux central ou périphérique. N'oublions pas qu'un des premiers signes, la plupart du temps, c'est de ne pas sentir ou de ne pas avoir de goût. Eh bien, c'est typiquement un syndrome neurologique, une atteinte neurologique mineure, mais il y en a eu des plus graves et un très gros travail a été fait grâce à la réactivité de nos partenaires qui nous ont aidés financièrement et des chercheurs. Et je remercie en particulier Jean-Yves Delattre et Jean-Christophe Corvol qui ont fait un travail absolument remarquable. Et puis, dans ce même temps, eh bien, l'ICM a protégé tout son personnel, les 750 personnes qui y travaillent, car ils continuent à travailler grâce à des systèmes de sécurité sanitaire très importants et grâce à la mise en place, dès le début, il y a 18 mois, de tests salivaires que la France est en train de découvrir 18 mois plus tard. Et grâce à cela, nous n'avons eu quelques cas de Covid. L'Institut n'est pas le traitement du Covid, préventif du Covid, mais bien entendu, nous n'avons eu aucun cluster et il faut s'en féliciter. Nous reprenons donc nos réunions, même si c'est à jauge réduite. Nous reprenons nos réunions et aujourd'hui, la journée de l'Alzheimer, bien entendu, il ne pouvait y avoir aucun autre sujet que celui-là. Et je voudrais dire que je suis très heureux, d'une part, de ce thème, puisque c'est malheureusement un thème qui reste d'actualité et qui va l'être encore pour de nombreuses années, mais très heureux par la forme que ça prend aujourd'hui ici, car nous avons sur la scène, vous allez voir, 3 personnes. C'est Nicolas Villain qui sort de sa consultation, c'est Nino Burgos et c'est Pierre Foulon, qui sont 3 personnes tout à fait différentes. L'un est un médecin, clinicien, un neurologue. La deuxième est une chercheuse, une scientifique. Et le troisième, un chef d'entreprise, un CEO d'une entreprise importante et de différentes start-up. Eh bien, ces 3 viennent de mondes tout à fait différents, ont une culture différente, un langage différent, des objectifs différents et un champ d'expertise tout à fait différent. Moyennant quoi, ils vont parler tous de l'Alzheimer. Ça montre tout à fait la philosophie et l'esprit que nous avons à l'ICM de cette approche multidisciplinaire.
La vérité, elle n'est pas détenue par les neurologues, elle n'est pas détenue par les radiologues, elle n'est pas détenue par le monde de l'entreprise, ou par les biologistes ou par les généticiens. La vérité, elle est détenue par toutes ces personnes. Et c'est en mélangeant toutes ces compétences, toutes ces expertises, que l'on va arriver à trouver la solution. Et je crois que c'est la grande spécificité de l'Institut, c'est cet aspect multidisciplinaire et cette approche multidisciplinaire. Donc nous allons avoir successivement Nicolas qui va nous faire un update sur l'état actuel de cette maladie, les traitements qui sont en cours, et ça permettra de faire probablement quelques mises au point sur un certain nombre de fake news ou de news à sensation que l'on a sur le journal de 20 heures qui découvre un médicament qui entraîne 48 heures après la démission d'un certain nombre de membres du conseil scientifique qui l'ont mis en place. Donc je pense que ça permet, sur des faits scientifiques véritables, de dire où on en est de l'état de l'art. Et puis ensuite, Ninon nous présentera l'avancée, l'intérêt de l'imagerie sur les diagnostics et les traitements de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, Pierre Foulon montrera comment, au niveau d'une entreprise, avec des serious games, eh bien, on peut traiter la maladie d'Alzheimer. Donc, je vous souhaite une excellente réunion. À chaque présentation, les questions seront après chaque présentation sur le sujet. Et donc, on pourra ainsi faire une mise au point un peu globale sur cette maladie. Je vous remercie. Je ne vais pas vous faire un résumé de mes travaux propres ni de ce qu'on fait en détail à l'ICM, même si évidemment une partie de ce que je vais vous présenter a été en partie fait à l'ICM. Mais l'idée, c'était de vous donner justement, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'Alzheimer. Hein, c'est un mot que vous connaissez évidemment par cœur, pour lequel la plupart d'entre vous ont déjà malheureusement connu certains de leurs proches et ou en général aussi suivi des conférences sur le sujet. Donc je suis parti de l'hypothèse que vous n'étiez pas totalement naïf du sujet. Donc je vais essayer de vous donner les dernières infos. Alors, on va essayer de faire 3 parties. La première, c'est pour vous montrer que la recherche avance pas seulement en termes de médicaments, mais aussi de compréhension de cette maladie. Et qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la recherche, on a compris qu'elle était beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait il y a encore 30 ans. Donc, je vais vous illustrer ça. Dans un deuxième temps, on verra ensuite où est-ce qu'on en est justement de ce traitement dont le professeur Saillant vous a dit quelques mots au passage. Et enfin, je vous donnerai quelques informations puisque c'est quelque chose qui commence aussi à sortir du domaine. Est-ce qu'on peut prévenir l'Alzheimer? On verra si oui ou non, et si oui, comment, et sinon pourquoi. Alors, ça, je pense que la plupart d'entre vous sont plus ou moins au courant. Dans les années 80, on s'est mis à s'intéresser, enfin 70-80, vraiment à cette maladie qui est sortie des annales de la médecine, qui auparavant était associée à une forme très rare qui touchait les sujets jeunes. On s'est dit, bah non, c'est ça la maladie d'Alzheimer, c'est ça qui explique les démences séniles. Je suis désolé d'utiliser ce terme, il était à l'époque médicalement juste dans les années 80. Donc c'est elle, cette maladie qui est responsable de tous ces cas de démence sénile. Donc on avait une vision assez simple de la maladie, c'est la démence sénile, c'est-à-dire ces troubles de mémoire qui apparaissent avec l'âge, et c'est ces anomalies qui s'accumulent dans le cerveau, anomalies de 2 types. Anomalies qui concernent 2 protéines. Les protéines, c'est des petites molécules anormales, des petits grains de sable du cerveau qui viennent un peu s'accumuler et en bloquer les rouages, qu'on appelle la protéine Tau, la protéine amyloïde, qui s'accumule de façon anormale dans le cerveau des patients sous forme de ce qu'on appelle dégénérescence neurofibrillaire, ça c'est le Tau, et les plaques séniles, ça c'est l'amyloïde. Voilà, ça c'était la vision qu'on avait dans les années 80. Et aujourd'hui, on en est là. Vous voyez, donc on va voir ce diagramme tous ensemble en détail, n'ayez pas peur. C'est-à-dire qu'on a compris que la maladie avait déjà différentes présentations cliniques, elle n'était pas que une perte de mémoire. On a aussi compris qu'il y avait une maladie d'Alzheimer pure, finalement ça existe assez peu. Ça, c'est ce qu'on voyait dans les années 80. On avait le modèle de la maladie d'Alzheimer pure, ses troubles de mémoire et ses protéines. Finalement, on se rend compte qu'il y a plein aussi d'autres protéines qui s'accumulent en parallèle, qui sont même la règle finalement, et donc qui viennent un peu bouleverser notre concept de la maladie. Et aussi, donc, comme je vous disais, que la maladie peut se manifester par d'autres symptômes. Donc ça, c'était la vision qu'on avait dans les années 80. On avait d'un côté les autres maladies, les cousines de l'Alzheimer, qu'on a
communément l'habitude d'appeler les maladies à corps de Lévy, les démences frontotemporales, et puis de l'autre côté, cette maladie d'Alzheimer pur. Aujourd'hui, vous voyez qu'on voit que tout s'enchevêtre et que c'est un peu plus complexe. Alors, pourquoi et comment on a pu arriver à améliorer nos connaissances? Eh bien, la grande avancée qu'on a eue finalement, c'est les années 2000 et 2010 qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sont apparus ce qu'on appelle dans notre jargon les biomarqueurs. Biomarqueurs, c'est juste un gros mot pour dire marqueur biologique, hein. Donc, vous voyez, c'est souvent en médecine, on aime bien mettre des mots comme ça qu'imposent. En fait, ça veut juste dire marqueur biologique. Donc, c'est un marqueur biologique qui permet de mesurer justement ces anomalies, ces protéines tau et amyloïdes qui s'accumulent dans l'Alzheimer. Donc, on a enfin pu avoir in vivo, du vivant des patients, la possibilité de voir ces anomalies biologiques. Comment? Premièrement, en dosant des liquides biologiques. Le plus classique, c'est le liquide céphalorachidien, le liquide cérébrospinal, le liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière. On en prend quelques gouttes en piquant dans le bas du dos sous forme d'une ponction lombaire qui nous permet d'analyser justement, voire doser ces protéines anormales après une analyse particulière. Et la deuxième, c'est l'imagerie. Alors là, je ne vais pas détailler puisque Ninon Burgos vous en parlera dans une conférence dédiée, mais qui nous permet aussi, notamment par l'imagerie TEP, de visualiser ces anomalies. Donc ces biomarqueurs, ça a été une vraie révolution, hein. Ça permet donc de voir ces plaques sénines, donc ces protéines amyloïdes anormales. Vous voyez, on fait le dosage, on a le résultat au laboratoire, où on fait une image et on voit ce qui est rouge, c'est pas normal, hein, ce qui est bleu, c'est normal, que ces molécules s'accumulent de façon très anormale dans le cerveau. On peut aussi le faire pour la protéine tau, donc c'est dégénérescence neurofibrillaire, hein, pareil, au laboratoire ou avec des images. Donc vous voyez, on a la possibilité de faire du vivant du patient, non seulement observer ses troubles de mémoire, mais voir s'il y a bien ces anomalies, ces molécules amyloïdes et tau qui s'accumulent en quantité anormale. Et donc ça nous a permis de comprendre, de faire des diagnostics plus précis et donc de comprendre que finalement la maladie est plus complexe que ce qu'on imagine. Illustration. On s'est mis à prouver que la maladie d'Alzheimer pouvait se présenter sans perte de mémoire. Ça, c'est ce qu'on appelle les formes atypiques de maladie d'Alzheimer. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine là-dessus, mais on s'est rendu compte que en fait, la maladie d'Alzheimer peut des fois commencer dans les zones de la mémoire, et c'est plus fréquemment le cas ce qui donne ces troubles de mémoire, mais des fois, elle commence aussi. Vous voyez, ces cerveaux, ils ont du rouge à différents endroits parce que la maladie peut commencer dans certains endroits différents du cerveau, et en fonction de où elle va commencer à ce moment-là, ça va donner des symptômes différents. Il y a notamment ce qu'on appelle les formes langagières de maladie d'Alzheimer, avec des gens qui cherchent énormément leurs mots, qui ne peuvent plus parler à cause de ça. Et finalement, la mémoire va pas trop mal, mais c'est surtout ce manque du mot, cette recherche des mots qui les gêne au premier plan. Il y a aussi les formes dites neurovisuelles. Alors ça, c'est un peu complexe et les yeux vont bien, mais en revanche, on a du mal à lire, à analyser les images qui sont devant nous. Vous avez aussi les formes dites comportementales, où les gens ont surtout des troubles du comportement au premier plan. Donc, vous voyez, on a compris que déjà la maladie d'Alzheimer, c'était autre chose que juste ces pertes de mémoire. Donc, une maladie plus complexe que prévu. On s'est aussi rendu compte, magie de l'imagerie et de ses dosages, que finalement, il y avait des gens sans perte de mémoire, mais il y avait aussi des gens qui n'avaient aucun symptôme. Alors ça a été une plus grande surprise, c'est-à-dire que plein de personnes, vous voyez ici jusqu'à 50% de sujets de plus de 65 ans qui ne présentent pas de troubles cognitifs, présentent des lésions de type Alzheimer. Et pourtant, ils n'ont pas de troubles cognitifs et des fois, même la quantité, c'est une question de quantité, après vous allez me dire, mais des fois même la quantité est assez impressionnante et pourtant il n'y a pas de troubles cognitifs. Donc vous voyez, c'est encore plus complexe que ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que ces lésions, ces accumulations de protéines qu'on imaginait pouvoir tout expliquer dans la maladie, finalement, évidemment, servent quand même à quelque chose puisqu'elles sont là et c'est quand même, on la voit que dans cette maladie. Mais ça ne fait pas tout puisque, vous voyez, il y a quand même pas mal de gens qui ont ces lésions et qui, pour autant, n'ont pas de symptômes. On s'est aussi rendu compte que des gens qui ont des troubles de mémoire progressive du sujet âgé, vous voyez cette dame, 86 ans, se plaint de sa mémoire, elle va dans un centre de mémoire, elle fait des tests de mémoire, c'est pas normal. Il y a 30 ans, on aurait dit, madame, vous avez une maladie d'Alzheimer. Vous voyez, on voit sur l'IRM, enfin, vous voyez. Il y a une atrophie, enfin, une perte de substance cérébrale, notamment dans des régions impliquées dans la mémoire. Donc, on aurait conclu Alzheimer. Mais on lui, justement, on regarde si elle a ses protéines amyloïdes et ses protéines tau, elle n'en a pas.
Et donc, on s'est rendu compte que une partie d'autres maladies dégénératives ou non dégénératives pouvaient ressembler à des maladies d'Alzheimer. Donc, pareil, on a appris que tout ce qui est perte de mémoire n'est pas forcément Alzheimer. Et puis, comme je vous disais, on a aussi compris ces dernières années que la maladie d'Alzheimer pure, finalement, c'est-à-dire juste avec ces lésions amyloïdes et juste ces lésions tau, c'est plutôt l'exception que la règle. C'est-à-dire que c'est plutôt 3 à 30% des cas de maladie d'Alzheimer. Ce graphique, hein, ces dernières données scientifiques, vous voyez, c'est du tout frais, hein, c'est sorti au mois de juillet, vous montre que les gens qui ont une maladie d'Alzheimer pure représentent, vous voyez, 2 à 20% des cas. Hein. Tous les autres, là, quand c'est jaune, orange, rouge ou noir, c'est quand il y a d'autres anomalies, d'autres protéines qui sont impliquées, d'autres anomalies vasculaires, etc. Donc finalement, avoir une forme pure, c'est plutôt l'exception que la règle. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'on a compris en 30 ans, tout ça qu'on a compris grâce à l'utilisation de ces biomarqueurs, que la maladie est beaucoup plus complexe qu'on imaginait, hein, avec des présentations cliniques qui ne sont pas que sur la mémoire, avec des formes pures qui sont plutôt l'exception, et puis des formes d'apparition de troubles de mémoire qui ne sont pas que des Alzheimer. Donc vous voyez, ça rend beaucoup plus complexe notre compréhension de la maladie, mais ça ouvre aussi, et c'est ça le message important, des pistes thérapeutiques importantes puisqu'on comprend que la maladie est finalement plus complexe qu'imaginé, donc on va pouvoir cibler d'autres voies pour les traitements. Justement, les traitements. Vous avez peut-être entendu ce qu'a dit le professeur Saillant tout à l'heure, à savoir l'aducanumab, ce traitement qui, au mois de juin, a reçu une approbation conditionnelle, et le conditionnel est important, par la FDA. Hein. La FDA, c'est la société gouvernementale qui donne l'autorisation ou pas des médicaments. Donc, aux États-Unis, vous avez un nouveau médicament pour l'Alzheimer qui s'appelle l'aducanumab et dont le mode d'action est de nettoyer ces plaques séniles là, qui sont composées de protéines amyloïdes. C'est pour ça qu'on appelle ça un traitement anti-amyloïde. Franchement, vous voyez, ça c'est ce que fait le traitement. Hein. Le rouge, je vous dis, c'est pas normal. Le bleu, c'est normal. Eh bien, les patients qui ont plein d'amyloïdes, qui prennent un placebo, ça fait rien. Les patients qui ont plein d'amyloïdes, qui prennent ce traitement-là, ça nettoie ces plaques séniles. Alors, c'est évidemment un grand espoir, parce que, comme je vous ai dit, c'est quand même un des constituants de la maladie d'Alzheimer. Donc, si on s'en débarrasse, ça ne pourra pas faire de mal. C'est le raisonnement, en effet. Alors ça, vous voyez, c'est des graphiques. Alors ça vous montre que le traitement qui est ici en vert, vous voyez, fait diminuer drastiquement la quantité de plaques dans le cerveau par rapport au placebo, qui est la courbe grise ici. Mais alors, c'est sur la base de ces résultats que la FDA a donné son approbation. Et c'est pour ça qu'elle est conditionnelle. On sait que ça marche. Ça marche sur les plaques. Ça nettoie les plaques. Toute la communauté scientifique est d'accord. Pourquoi je vous dis qu'il y a débat? C'est parce que, en fait, on ne sait pas si ça marche sur les symptômes. Les résultats qui ont été amenés par le laboratoire sont franchement gris, c'est-à-dire qu'ils ont fait en fait 2 études. Il y en a une qui marche sur les symptômes, l'autre qui marche, mais pas du tout. Voilà, donc 2 études jumelles. Alors après, on débat, on dit ah, machin, elle est un petit peu différente parce que si, parce que ça. Bon, le fait est que les résultats sont gris, donc ça crée beaucoup de débats dans la communauté scientifique et médicale. Vous voyez, parce qu'on a beau nettoyer les plaques, finalement, le résultat en termes d'effet sur les symptômes est beaucoup plus léger. Voilà, parce que je vous dis probablement que l'amyloïde, ce n'est pas le seul dans cette maladie assez complexe à avoir un rôle. Donc, je vous dis, c'est à confirmer parce que certes, les Américains sont partis en lui donnant l'approbation, mais comme je vous dis, on a une grosse incertitude sur l'efficacité clinique. Et voilà, après, je pourrais répondre à des questions. Il n'est pas non plus dénué d'effets secondaires. Donc, voilà. L'autre grand domaine de la thérapeutique qui suscite des espoirs, c'est celle qui vise les dégénérescences neurofibrillaires, donc cette autre protéine, la protéine tau. Alors là, on est un peu en retard hein, par rapport aux anti-amyloïdes, ça a commencé un peu plus tardivement. Donc on n'a pas vraiment de résultats aussi probants que ce qu'on a avec les anti-amyloïdes, où on a le début d'un espoir et le début d'une approbation. Il y a juste eu fin août un premier press release d'un laboratoire qui est le premier à montrer que sur une étude intermédiaire, il y a peut-être un début d'efficacité sur une étude de phase 2. Donc on est un peu en retard. Et enfin, vers la prévention. Pourquoi je vous parle de ça? Donc là, on change un peu de dimension
Et on s'est rendu compte, finalement, quand on prend toutes les causes de ce qu'on appelle dans notre jargon les démences, hein, démence, c'est pas péjoratif en médecine, hein, ça représente simplement une définition médicale d'un déclin cognitif progressif qui retentit sur votre autonomie. Quand on prend tout ça, toutes les démences ensemble, donc Alzheimer plus les autres, eh bien, on se rend compte qu'il y a 40% de facteurs potentiellement modifiables sur lesquels on pourrait jouer. C'est-à-dire qu'il y aurait potentiellement 40% de démence évitable, entre guillemets, dans le monde, ce qui est considérable. Vous voyez, ce qui est en tout cas beaucoup plus important que cet effet, peut-être oui ou non, du traitement dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Alors ça joue sur différentes choses, hein, des facteurs de risque cardiovasculaire bien connus, hein, tension, diabète, cholestérol, tabac, etc., pollution de l'air. Pourquoi? Parce que, il y a les démences vasculaires et puis je vous dis la maladie d'Alzheimer pure, finalement, ça n'existe pas vraiment. Il y a toujours un peu d'Alzheimer, un petit peu de vasculaire au passage. Après, vous avez des choses qui font appel à ce qu'on appelle dans notre jargon la réserve cognitive. C'est-à-dire que les gens qui ont un cerveau avec plus de neurones, plus de connexions, sont un peu moins sujets à ces maladies-là parce que le cerveau peut résister plus longtemps. Alors, en pratique, c'est qui? C'est des gens avec un niveau d'éducation plus élevé, qui n'ont pas eu trop de traumatisme crânien, qui ont une vie sociale riche, etc. Donc, vous voyez, quand on joue sur tous ces facteurs, on arrive à quasiment 40% de facteurs modifiables, ce qui est donc un espoir. Et au-delà d'avoir identifié ces facteurs modifiables, on se rend compte, alors maintenant que vous êtes des spécialistes du Covid, vous savez ce que c'est qu'un taux d'incidence. Donc, je n'ai pas besoin de vous présenter ce qu'est un taux d'incidence sur cette courbe. Donc ça, c'est des taux d'incidence, hein. Et vous voyez, en abscisse, c'est l'année de naissance. Donc, c'est le nombre de nouveaux cas par an de démence en fonction de votre année de naissance. Et donc, vous voyez, ce qu'on observe ces dernières années, c'est que le nombre de nouveaux cas de démence a tendance à diminuer dans la population. Vous voyez que par rapport à ceux qui ont eu des démences qui sont nés dans les années 1900 et donc pour lesquels on a mesuré l'apparition de la démence dans les années 60, 70, 80, on avait un taux de démence, par exemple, de 10 pour 100 personnes par an. Et que maintenant, si on se met 20 ans plus tard, avec des gens qui sont nés dans les années 20-25, ce taux est passé à 5. Donc on a une diminution, probablement justement parce que, entre-temps, les cardiologues ont fait leur boulot. Donc il y a moins d'hypertension, on la traite mieux, il y a moins de cholestérol, on le traite mieux, le diabète est mieux contrôlé, on fait plus d'activité physique, etc. Donc vous voyez que ces facteurs modifiables, ce n'est pas juste du vent, ça a potentiellement déjà un effet, sans qu'on ait cherché volontairement à le provoquer, mais ça a déjà probablement un effet, on voit moins de démence apparaître. Alors certes, la population continue de vieillir, donc ça ne va pas disparaître, mais c'est quand même un message positif. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je suis disponible pour quelques questions. Quelle est votre opinion sur l'image personnelle en tant que praticien? En tant que praticien, alors je viens de publier un article sur le sujet, donc c'est assez clair et assez public. Moi, je fais partie des sceptiques. Des sceptiques qui trouvent dommage qu'un traitement, c'était le premier de sa catégorie, les anti-amyloïdes, aussi prometteur, génère autant de controverses. Je trouve ça dommage que le laboratoire n'ait pas attendu d'avoir des données plus claires pour qu'on sache exactement ce à quoi s'attendre. Parce que en tant que clinicien, moi, quand je prescris un médicament, c'est pas juste son efficacité qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Certes, je vais le prescrire, je m'attends peut-être à un effet sur la réduction de la mémoire, mais je veux pas qu'il y ait d'effets secondaires. Ou peu, ou en tout cas trop rare, pour que justement il y ait quand même plus de bénéfices à donner le traitement que d'effets secondaires. Et là, il y a quand même des effets secondaires, hein. Ça peut donner des œdèmes cérébraux, des hémorragies cérébrales, donc c'est pas totalement négligeable. Certes, normalement, c'est quand même plutôt faible, mais voilà. Donc le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire cette balance parce qu'on ne sait pas très bien comment il marche, on ne sait pas très bien quelle est la proportion d'effets secondaires, donc on est un peu gêné. On est gêné et c'est dommage parce que finalement, c'est un super espoir, c'est un super message de dire que ça y est, on a enfin un vrai traitement de fond de l'Alzheimer. On devrait tous se réjouir, tous être très contents et dire ça y est, on est devant quelque chose, ça va changer la donne. Et là, on est obligé de dire non, peut-être, on ne sait pas, on va voir, il faut plus d'analyse, etc. Donc, et on crée des controverses entre scientifiques et entre médecins et finalement, ça pollue scientifiquement et médicalement les choses. Donc voilà mon avis, plutôt négatif. Oui, vous avez parlé de l'influence de la réserve cognitive. Du coup, si on va au bout de cette pensée-là, on peut imaginer que les gens qui sont particulièrement curieux de nature, que c'est une histoire de personnalité, il y a des gens curieux
il y a des gens qui se renferment un peu sur eux-mêmes. Si on va au bout de la question, est-ce que les personnes qui sont curieux de tout encore quand ils sont âgés sont moins sujets à ces maladies dégénératives que ceux qui ne sont pas, qui le sont pas? Alors exactement mesuré comme tel, c'est-à-dire le trait de personnalité curiosité, Oui, ça n'a pas été en soi investigué. Ce qui a été investigué, c'est le degré d'activité. C'est-à-dire, oui, est-ce que vous participez à beaucoup d'associations? Est-ce que vous venez à ce genre c'est de la même réunion? chose en fait. Voilà, mais juste pour vous dire que c'est pas le trait de personnalité en soi que les chercheurs ont mesuré. Et donc ça, oui, hein, le degré de curiosité, comme vous l'appelez, donc de participation à plein d'activités intellectuelles, a montré que effectivement c'était un facteur protecteur contre ces démences. Je reviens à ce que vous avez dit par rapport au traitement anti-amyloïde. Vous disiez que les plaques étaient détruites tout de suite, enfin, qu'il y avait une destruction des plaques, mais que les symptômes cliniques, ça avait peu d'effet sur les symptômes cliniques. Mais quel est le recul et est-ce que, il ne faut pas un laps de temps entre la destruction des plaques et l'amélioration des signes cliniques? C'est une excellente question, je me la pose également et j'aurais bien aimé que le laboratoire nous permette d'avoir la réponse avant de mettre son médicament sur le marché. Effectivement, là, l'étude qui a été faite, c'est sur 18 mois. Les patients reçoivent le traitement pendant 18 mois et on regarde ce qui se passe comparativement au placebo, hein, tout simplement. Et donc, c'est là où il y a ces données grises, il y en a un qui marche, un qui ne marche pas. Effectivement, on peut s'attendre, vu le mécanisme et vu que c'est des maladies assez lentes, que après 5 ans, 10 ans de traitement, on ait vraiment un effet qui soit cette fois-ci plus mesurable. Le fait est que, pour l'instant, on n'a aucune donnée sur le sujet. Donc, vous voyez, hein, moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois et en tout cas, je ne vais pas prescrire un traitement qui est quand même lourd, hein. C'est des perfusions mensuelles, enfin voilà, c'est pas un Doliprane qu'on prend comme ça à la maison, avec ces risques que je vous ai dit, donc voilà. Donc, moi, effectivement, j'espère d'ailleurs, mais vous dire dans 5 ans, bah, que j'étais sceptique, mais que depuis, il y a de nouvelles données et voilà, on est plus confiant et maintenant on peut y aller. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Oui, bonjour, Daniel Pfeffer. J'ai 87 ans. Alors d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre exposé qui est vraiment très clair et très admis à notre niveau. Alors deuxièmement, c'est un peu le point de vue pratique. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai des pertes de mémoire actuellement que je trouve assez importantes. Donc je voulais savoir si d'un point de vue pratique, on pouvait actuellement aller quelque part et faire un IRM qui permette de voir comment est le cerveau. Donc Alors, comment est mon cerveau actuellement. avant de faire l'IRM, il faut d'abord aller en consultation, hein, Bien pour sûr. voir. Donc là, il y a tous les centres, toutes les consultations mémoire de France, hein, on est organisé en réseau. Vous avez des consultations mémoire, vous avez des centres mémoire ressources et recherche qui sont en réseau, qui vous reçoivent, qui font bon, un examen médical basique, qui regardent s'il n'y a pas de contre-indication à l'IRM, par exemple. Et après, en fonction de la plainte que vous avez, des petits tests, voir si vraiment c'est des est-ce qu'il y a plainte de mémoire et plainte de mémoire. Vous voyez, moi, c'est mon quotidien, hein. J'ai oublié mes clés, hein, moi, ce qui m'arrive tout le temps. J'oublie un rendez-vous, ça m'arrive. Et puis, il y a le vraiment, je me perds, je fais tout le temps répéter mes proches, etc., etc. Et donc, bon, donc faut faire un peu le tri. Et après, si le médecin a encore un doute, il peut effectivement faire cette IRM. C'est toujours à la discrétion du praticien qui reçoit selon son degré d'incertitude. D'accord. Merci. Une question ici. Bonjour. Je voulais savoir si il y a une possibilité, j'ai pas vu dans votre exposé, avec le microbiote. J'avais vu des relations entre cerveau, microbiote. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Alors, le microbiote, c'est assez clair en ce qui concerne maladie de Parkinson. Enfin, c'est clair. C'est là où il y a en tout cas le plus de données qui tendent à montrer qu'il y a peut-être un rôle du microbiote. Pour l'Alzheimer, c'est beaucoup moins solide comme niveau de preuve scientifique. Il y a quelques données qui peuvent plus ou moins aller dans ce sens-là, mais vraiment, on n'est pas au stade où je peux vous dire oui, il y a un lien. Donc, à creuser. Il y a des essais en cours, notamment, je pense à un essai finlandais qui essaie de voir si on ne peut pas aller plus loin dans cette hypothèse. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste en retrait par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on a pu observer dans la maladie de Parkinson. Bonjour. Devant le doute par rapport aux anti-amyloïdes qu'on est en train de parler, aujourd'hui, vous, en tant que praticien, qu'est-ce qu'on a en main pour quand on se trouve devant des patients, qu'on pense qu'il y a cette maladie,
Et est-ce que la place des anciens médicaments, les anticholinergiques, a toujours quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore en parler? Parce qu'on n'a rien à proposer à nos patients. Alors, on n'a rien à proposer en termes de médicaments dits traitement de fond, qui est vraiment ralenti, mais on a quand même plein de choses à proposer. Alors certes, évidemment, l'efficacité, on ne va pas stopper la maladie avec ces autres mesures, mais on fait quand même quelque chose. Premièrement, effectivement, sur les médicaments plus anciens, donc ceux dont vous parlez, les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, eux qui sont sortis dans les années 90, eux, c'est des traitements qu'on dit symptomatiques, c'est-à-dire que ça améliore un peu les performances de concentration, d'attention, de mémoire des patients Alzheimer. Il y a tout un débat qu'a mené la HAS et la ministre ensuite à dérembourser ce médicament, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont interdits de prescription, simplement ils sont plus remboursés, jugeant que leur efficacité n'était pas assez importante. Moi, personnellement, je continue de les prescrire pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'effectivement, ça peut aider certains patients et le deuxième, c'est qu'évidemment, ils ont des effets secondaires, mais quand on sait lesquels ils sont, ce qui est le cas et qu'on a fait avant, les démarches nécessaires pour s'assurer qu'on n'en aurait pas, à ce moment-là, on est complètement sûr dans notre prescription. Donc moi, je fais vraiment partie des prescripteurs. Il y a un débat interne dans lequel je ne vais pas rentrer, qui est un peu en plus politique et polémique. Moi, je continue à en prescrire. Je ne suis pas le seul, hein. La Société française de neurologie recommande aussi cette prescription et la Société française de gériatrie aussi. Voilà, ça c'est pour les médicaments. Donc, c'est des traitements symptomatiques qui améliorent un peu la concentration, la mémoire, mais qui ne vont pas ralentir la maladie, contrairement à ce qu'on espère avec les antiamyloïdes. Première partie. Deuxième partie, les traitements non médicamenteux qui sont très importants parce que la stimulation cognitive, c'est-à-dire que si vous laissez un patient à plus rien faire chez lui toute la journée, clairement la maladie va progresser plus vite que si vous continuez à l'amener au musée, au théâtre, à lui faire des ateliers mémoire, etc. Donc tout ça, c'est important, la stimulation cognitive. Il faut aussi traiter toutes les comorbidités, hein. C'est une maladie qui est lourde, aussi bien pour le patient, avec de nombreuses dépressions, de choses comme ça qu'il faut traiter, parce que la dépression va encore plus aggraver les symptômes de la maladie. Et puis aussi de l'aidant, hein, donc des aidants, hein, la famille, et là plus souvent le conjoint, pour lesquels aussi c'est lourd et avec lesquels on rentre souvent dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que les gens s'épuisent, se fatiguent, se crient dessus, on crée des conflits familiaux qui vont encore plus aggraver les symptômes, la situation, les troubles du comportement des patients. Et ça, le prendre en charge, aider les aidants, c'est finalement aussi aider les patients. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'on prend en charge actuellement. Évidemment, ce n'est pas une baguette magique, on est d'accord, mais mine de rien, mis bout à bout, ça fait quand même la différence entre rien du tout. Les médicaments, c'est le type d'Excedone, c'est ça? Voilà, il y en a 3, c'est la galantamine, la rivastigmine et donépézil. Donc leur nom de marque, c'est ça, c'est Exelon, Aricept, voilà. On va peut-être prendre une dernière question ici. Excusez-moi, est-ce qu'on a maintenant une connaissance à peu près certaine du lien entre la démographie, notamment le vieillissement de la population, avec un nombre, par exemple, d'octogénaires extraordinairement plus élevé qu'il y a encore 40 ans, et la maladie d'Alzheimer, parce que moi j'ai un ami qui est chez Sanofi, il me dit, on ne sait pas si c'est pas statistiquement le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens âgés, très âgés, qui fait que on découvre ce type de problème. Alors qu'il y a 40 ans, 50 ans, il y avait certainement des pertes de mémoire, etc., mais pas aussi important. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on a pu faire un lien? Merci. Alors, il y a 2 éléments pour répondre à votre question. Le premier qui est complètement vrai, c'est qu'effectivement, il y a un vieillissement global de la population, donc une augmentation de la population dans des tranches d'âge où la maladie d'Alzheimer est particulièrement présente. Donc évidemment, cette maladie est aujourd'hui plus présente quantitativement, si vous prenez le nombre total de patients, qu'elle l'était il y a encore 50 ans, parce qu'il y a tout simplement plus d'octogénaires, comme vous dites. Néanmoins, c'est une maladie qui a toujours existé, hein. Alois Alzheimer décrit le cas chez une patiente allemande dans les années 1906. Et probablement, quand on lit les textes anciens des Égyptiens, etc., qu'on voit des Romains, des gens âgés qui perdent la mémoire, qui déambulent dans les rues de Rome, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît de la maladie d'Alzheimer. Donc il n'y a pas de raison, a priori, vu les mécanismes,
le cerveau humain ayant pas beaucoup évolué entre les Romains et nous, que cette maladie n'existait pas à l'époque. Simplement, un, on ne savait pas l'identifier, et deux, il y a aussi la vision de la société. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que c'était normal de perdre la tête quand on était âgé, comme c'était considéré comme normal avant d'avoir une espérance de vie de 35 ans. Donc, il y a aussi tout ce concept qui a changé, et donc le fait que les médecins soient intéressés à ça, à cette démence sénile qui était auparavant considérée plus comme du vieillissement normal qu'une maladie, qui a aussi fait qu'on diagnostique plus. Je voulais juste poser une question, savoir si sur l'étude de l'efficacité des traitements anti-amyloïdes, la durée des troubles a été prise en compte. C'est-à-dire, est-ce que l'efficacité est la même si j'ai des troubles depuis 6 mois ou bien si je l'ai depuis 4 ou 5 ans? Est-ce qu'on n'arrive pas après la bagarre pour un certain nombre de patients? C'est une bonne question. Alors, toutes les études maintenant se focalisent que sur les formes légères de la maladie. Alors, la forme légère n'est pas définie par la durée d'évolution, mais par l'amplitude des troubles de mémoire. Mais c'est un peu l'idée, c'est de Ils ont été d'ailleurs testés, les antiamyloïdes, que chez les patients avec des formes légères de la maladie. Donc, effectivement, avant qu'il soit trop tard, comme vous dites. Parce qu'une fois que la maladie a évolué, on considère que le rôle de la protéine amyloïde est probablement pas aussi important et que c'est d'autres mécanismes, l'inflammation, la protéine tau, qui sont plutôt en jeu et pour lesquels, malheureusement, même si on met de l'anti-amyloïde, ça ne fera pas grand-chose. En revanche, chez les formes légères, c'est justement celle qui est testée par les laboratoires. Sur un graphique où il y avait les facteurs sur lesquels on pouvait agir pour prévenir, il y avait écrit midlife, oui, et ensuite later life. Je voulais savoir, midlife, ça va de quelle tranche d'âge à quelle tranche d'âge, et later life, ça va de quelle tranche d'âge à quelle tranche d'âge? C'est une très bonne question. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a certains effectivement facteurs, quand on les modifie entre midlife, ce qu'on appelle, bon, ça varie un peu selon les définitions, mais c'est globalement 35, 40 jusqu'à 60, 55, 60. Et later life, c'est après 60, 65, grosso modo. Hein, c'est pas une définition très stricte, mais c'est quand on prend les choses comme ça. Donc, il y a des choses sur lesquelles, quand on joue dans cette tranche d'âge-là, ça a vraiment de l'efficacité. D'autres, c'est vraiment dans d'autres tranches. Voilà. Merci. Est-ce que la borrelia de la maladie de Lyme peut donner l'Alzheimer? Non. Il n'y a pas de lien, en tout cas démontré aujourd'hui. Ce sont deux maladies distinctes. Hein. La maladie de Lyme existe en tant que telle. Elle a des formes neurologiques, ce qu'on appelle la neuroborréliose ou le neurolyme, qui sont des inflammations du cerveau. Ça peut donner aussi des troubles de mémoire, mais peu importe. En tout cas, on ne voit pas du tout la même chose quand on fait les IRM, quand on fait les analyses biologiques, etc., que la maladie d'Alzheimer. Et peut-on identifier les germes dans la bouche, le virus de l'herpès aussi? Alors, l'herpès, parlons-en. Effectivement, donc c'est une des pistes scientifiques causales qui est explorée à l'heure actuelle, parce qu'on a commencé à avoir quelques signaux dans les grandes études que, effectivement, les gens qui ont été plus exposés à l'herpès dans notre vie ont peut-être un surrisque de maladie d'Alzheimer. Le surrisque est, au niveau statistique, assez léger. Hein, l'amplitude de l'effet est très faible. Donc, premièrement, ça nécessite un peu de confirmation pour être ça. Et puis après, ce qui nous intéresse plus dans le modèle de l'herpès, c'est finalement comprendre comment un virus pourrait, qui est effectivement en général plutôt buccal, oral, pourrait jouer sur ces protéines du cerveau. Ça, c'est vraiment ce qui passionne le chercheur et qui va faire qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Après, voilà, il faut savoir qu'à peu près 80-90% de la population a été exposée à l'herpès. Hein. Si je fais une sérologie dans la population, là, vous êtes... Moi, je ne connais pas mon statut, mais voilà, on est 80-90%. C'est pas pour autant qu'on va tous avoir l'Alzheimer. Hein. Donc, voilà, je voudrais juste que ce soit clair, mais c'est vrai que ça nous intéresse scientifiquement de comprendre comment il pourrait y avoir un éventuellement lien mécanistique entre les deux. Merci bien. Bonjour. Est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle? Alors, l'alimentation, il y a des choses effectivement qui ont été démontrées, plus sur le côté cardiovasculaire, c'est-à-dire que le régime dit méditerranéen, vous voyez, peu de viande cuite, beaucoup d'oméga 3, des huiles, des arachides, etc., a montré que c'était plutôt préventif contre les démences dans leur globalité, probablement plus par le côté
cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'en même temps que ça fait du bien au cœur, ça fait du bien aussi aux vaisseaux du cerveau. Donc c'est probablement par cette dimension-là qu'effectivement la nutrition joue. Donc c'est un facteur, ça ne va pas jouer probablement directement sur l'amyloïde et l'auto, mais vu, comme je vous dis, que c'est quand même un facteur important à prendre en compte, même quand on a une maladie d'Alzheimer, vu qu'elle est rarement pure, c'est un facteur qui peut jouer. Donc pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, ça marche aussi pour les démences. L'alcool, pareil. L'alcool, c'est pas bon. Vous voyez, il est là, l'alcool. Il est dans les facteurs toxiques. Hein. L'alcool, on sait que c'est toxique pour les neurones. Hein. Vous vous en rendez bien compte, si vous buvez plus de 2 verres, vous avez la tête qui tourne, les pensées pas claires. Donc clairement, ça joue sur le cerveau et pas de manière positive. Et puis, il y a les formes très graves d'alcoolisme chronique ou de syndrome de Korsakoff, où là, il y a des consommations très aiguës qui entraînent carrément une destruction des neurones, etc. Donc clairement, c'est pas une bonne chose. Voilà. Je voulais vous demander s'il y avait une égalité entre les sexes par rapport à l'apparition de la maladie. Alors, c'est un sujet de débat. Il y a plus de femmes quand on regarde les statistiques, mais en même temps, les femmes sont surreprésentées dans ces tranches d'âge, puisque l'espérance de vie des hommes est plus courte que celle des femmes. Donc, alors c'est assez. La littérature est hétérogène. Hein. Il y a des études qui montrent que même quand on prend cette différence homme-femme dans ces tranches d'âge, il y a plus de femmes, d'autres qui disent non. C'est pas encore tranché. En tout cas, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. On est peut-être dans du gris clair ou du gris foncé, l'effet du sexe, plutôt éventuellement en défaveur des femmes que des hommes, mais c'est pas tranché scientifiquement. Et on n'a pas d'hypothèse mécanistique, physiopathologique particulière. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'ictus mnésique? Est-ce que c'est un phénomène ponctuel ou... Alors oui, l'ictus amnésique, c'est une maladie complètement à part. Alors elle est similaire à l'Alzheimer dans le sens où elle va donner des troubles de mémoire, mais ça n'a rien à voir. C'est brutal d'un coup et puis ça passe au bout de 24 heures et ça disparaît. Et dans 99% des cas, ça ne réapparaît jamais. Pour l'instant, c'est une maladie assez rare. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Le fait est que c'est plutôt bénin et qu'après, les gens n'ont pas de séquelles. Donc, il n'y a pas de lien aujourd'hui démontré entre ictus amnésique et maladie d'Alzheimer. Mais il faut dire que c'est une maladie tellement rare que c'est aussi difficile à étudier. Donc, dans le temps, une fois que les gens ont fini avec ce problème, ils vivent leur vie et puis c'est difficile de les suivre pendant 50 ans après pour voir s'ils auront un Alzheimer. Donc, on n'a pas des données très solides. Mais en tout cas, rien qui soit sorti jusqu'à présent. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ninon Burgos. Je suis chargée de recherche au CNRS. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu plus d'imagerie. Peut-être d'abord pour me présenter. Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. Et ensuite, je me suis spécialisée dans l'imagerie médicale. J'ai commencé à travailler sur la maladie d'Alzheimer pendant ma thèse, un petit peu par hasard. Et bon, à part un petit écart vers le cancer de la prostate, les démences, les maladies neurologiques ont toujours été mon application principale. Donc tout ça pour dire que moi, je ne suis pas du tout médecin, mais que mon objectif, c'est de mettre du coup l'informatique et l'intelligence artificielle au service des médecins. Et donc aujourd'hui, on va voir comment l'imagerie et donc l'analyse des images peut aider au diagnostic des démences et en particulier de la maladie d'Alzheimer. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que vous avez déjà vu peut-être quelques images. Mais donc voici là les images de 2 personnes. L'une est atteinte de la maladie d'Alzheimer alors que l'autre non. Je vais vous demander de participer et de lever la main ceux qui pensent que la personne de gauche a la maladie d'Alzheimer. Ok, je pense qu'on a une majorité qui dit Alzheimer à droite. Et c'est effectivement le cas. Donc à gauche, vous avez un sujet sain. Et à droite, un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc là, ce sont les mêmes que ce qui bougeait avant. J'ai juste fixé une coupe axiale. Et donc ça, c'est une imagerie par résonance magnétique structurelle, donc IRM structurelle. Pourquoi structurelle? Je pense que c'est assez évident. Là, vous voyez bien vraiment les structures du cerveau. Donc vous avez la matière grise, là, qui est ce petit ruban là plus foncé, qui fait tout le tour du cerveau. Je ne vais pas vous faire tout le tour. Mais aussi des petites zones comme ici ou ici. Ça, ce sont la matière grise.
donc qui contient vraiment le corps des neurones. Principalement, il y a autre chose, mais on va résumer. Ce que vous voyez un petit peu plus clair, par là, tout ça, ça va être la matière blanche. Et donc là, en fait, on voit le prolongement des cellules nerveuses, donc plutôt les axones. Et puis, vous avez aussi d'autres tissus. Vous avez tout ce qui est liquide cérébrospinal. Donc, vous l'avez au milieu dans les ventricules. Et vous l'avez, en fait, tout autour du cerveau, parce que vraiment, notre cerveau, il baigne dans ce liquide cérébrospinal. Puis, vous avez aussi le crâne, en fait, qu'on ne voit pas, l'IRM, qui est aussi, en fait, une absence de signal. C'est assez foncé, noir, là. Et ce que vous avez en brillant, ça va être tout ce qui est la peau. Et si vous avez un petit peu de gras par là, ça se voit aussi. Donc ça, c'est un type d'imagerie que du coup on va pouvoir étudier, mais je ne sais pas si on vous a un jour expliqué comment on obtient ce type d'image. La version simple, elle part du constat que le corps il est constitué à majorité d'eau, qu'une molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, et que chaque atome d'hydrogène est constitué d'un proton. Et les protons, ils possèdent une propriété particulière qui s'appelle le spin. Si on simplifie vraiment forcément, on peut dire que le spin est lié au fait que les protons, ils tournent sur eux-mêmes. Et comme le proton, il est chargé positivement et qu'il tourne sur lui-même, du coup, il génère un petit champ magnétique, et c'est ça qu'on détecte à l'IRM. Donc là, vous voyez que nos petits spins, ils pointent un peu dans n'importe quelle direction quand ils sont dans notre corps. Et ce qui se passe quand on entre dans un scanner IRM, c'est que tous ces petits spins, ils vont s'aligner avec le champ magnétique de l'IRM. Or là, vous voyez, il y en a certains qui pointent vers le haut, d'autres qui pointent vers le bas. Et en fait, on sait qu'il y en a plus qui pointent vers le haut dans la direction du champ magnétique. Et donc, ceux qui pointent vers le bas, ça s'annule. En fait, on garde une majorité qui pointe vers le haut comme ça. Ok, donc là, vous êtes allongé dans l'IRM, tous vos petits spins sont alignés avec le champ magnétique de l'IRM, mais si on s'arrête là, on n'a pas d'image. Ce qu'il faut en plus, ce sont des impulsions de radiofréquence qui vont faire changer de direction nos petits spins. Donc là, vous voyez, ils ont tous fait un petit angle de 45 degrés. Et la façon dont on va obtenir une image, en fait, elle vient du fait que selon le tissu dans lequel sont nos molécules d'eau et donc nos protons, nos spins, ils vont mettre plus ou moins de temps à revenir alignés avec le champ magnétique de l'IRM quand on arrête les impulsions de radiofréquence. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir du contraste entre les différents tissus. Ça tient juste à ce fait-là, le fait que nos petits protons, ils mettent plus ou moins de temps à revenir à leur état stable qui est dans le sens du champ magnétique de l'IRM. Et voilà comment, en quelques mots, on obtient une image IRM et on arrive à voir du coup différents types de tissus. Donc là, on a vu l'IRM structurel. Donc je vous ai montré un sujet sain, un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc là, si j'utilise des petites flèches, la différence, on la voit par exemple à cet endroit-là où vous voyez que là, on a un petit peu de liquide au lieu d'avoir des neurones et donc forcément, ça va moins bien. Cette petite zone-là, c'est l'hippocampe, qui est du coup vraiment importante dans tout ce qui est mémoire. Et une autre chose que vous voyez, c'est un élargissement des ventricules. Donc là, encore une fois, en fait, on remplace des neurones par du liquide. Donc forcément, le cerveau marche moins bien. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle du coup de l'atrophie, c'est de la perte de matière cérébrale. L'IRM nous permet vraiment de faire énormément de choses. On peut changer plein de paramètres, ce qui peut nous permettre d'obtenir des informations sur vraiment des propriétés très différentes. Un autre type d'IRM, ça va être l'IRM de diffusion. Là, on va regarder comment les molécules d'eau bougent dans les différents tissus. Donc encore une fois, par exemple, dans le liquide cérébrospinal, là, dans les ventricules, l'eau, elle bouge librement, nos molécules d'eau bougent librement. Donc ça, on peut, quand on les suit, obtenir c'est une propriété particulière. Alors que, par exemple, quand elles sont dans les axones des neurones, ou vraiment des tubes, bah là, la direction de propagation des molécules d'eau, elle est vraiment contrainte. C'est obligé que ce soit dans une certaine direction. Et donc, quand on compare ce qui se passe, par exemple, dans la matière blanche, où on a ces tubes, et donc où l'eau
bouge dans une direction particulière ou ce qui se passe dans d'autres types de tissus, et ben, on peut savoir si la matière blanche elle est vraiment intègre ou s'il y a déjà des lésions. Et du coup, si on commence à atteindre la matière blanche, et ben, l'information circule moins bien dans le cerveau et là, encore une fois, on a des troubles cognitifs. Là, je vous ai parlé d'IRM, mais c'est pas du tout la seule modalité d'imagerie qui existe et qu'on utilise dans l'étude de la maladie d'Alzheimer. On utilise aussi ce qu'on appelle la tomographie par émission de positons, la TEP. Vous entendez souvent PET scan aussi, du coup on utilise l'acronyme anglais. Là aussi, je vais vous expliquer comment on obtient des images à partir de ce type de modalité d'imagerie. Là, on est dans la famille de la médecine nucléaire. Et donc, vient dans le jeu ce qu'on appelle un radiotraceur. C'est une petite molécule qu'on choisit selon la propriété qu'on veut étudier, qu'on marque avec un atome radioactif. Là, en l'occurrence, c'est une molécule qui ressemble à du glucose, à laquelle qu'on a marqué avec un petit atome radioactif. Alors, le principe, c'est que ce radiotraceur, on va l'injecter en intraveineuse, il va circuler partout dans le corps et il va s'accumuler dans certaines régions. Donc là, si on utilise une petite molécule qui ressemble à du glucose, ça va s'accumuler par exemple dans les tumeurs qui ont besoin de beaucoup de sucre pour se développer. Mais ça va aussi s'accumuler dans le cerveau parce que les neurones consomment beaucoup de sucre. Donc voilà, on a injecté notre traceur, il s'est diffusé, il s'est accumulé dans certaines régions. En fait, le radiotraceur qu'on a utilisé, l'atome radioactif qu'on a utilisé pour marquer notre molécule, on n'en a pas choisi n'importe comment. Ce sont des atomes radioactifs qui émettent des positons, donc des petites particules chargées positivement. Et ces petites particules, quand elles rencontrent les électrons qui sont compris dans notre corps, ça fait une réaction qui va générer 2 photons. Donc en fait, une paire de photons. Les 2 photons, ils sont émis vraiment en direction opposée. Donc ça, ce sont des petites particules de lumière, on va dire. Et donc ce sont ces photons qu'on va détecter. Donc c'est pour ça, ça ressemble aussi, c'est comme l'IRM, un scanner TEP, ça ressemble à un donut. Et donc le donut, il contient plein de détecteurs qui du coup vont détecter nos 2 petits photons. Et donc du coup, on enregistre une détection uniquement quand on détecte la paire. Donc faut qu'il y ait 2 photons qui arrivent dans une fenêtre temporelle très très courte pour qu'on les détecte. Et donc là, on arrive à avoir une image parce que du coup, dans les zones dans lesquelles s'accumule le traceur radioactif, du coup là, on va détecter beaucoup de photons, alors que dans d'autres zones où il ne s'est pas du tout accumulé, là, on ne va rien obtenir. Et donc c'est comme ça qu'on forme une image de TEP. Voilà. Donc là, je vous ai parlé d'une molécule qui ressemble à du glucose. Bon, FDG, ça veut dire fluorodéoxyglucose. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, mais ça ressemble à du glucose. Voilà. Et du coup, ça a cette tête-là, donc à gauche pour le sujet sain, à droite pour le patient atteint de la maladie d'Alzheimer. En fait, ce que vous voyez, c'est que donc, les neurones, donc leur corps, qui sont contenus plutôt dans la matière grise, hop, là, ils consomment pas mal de glucose un petit peu partout. C'est assez uniforme le long du ruban. Alors que du coup, notre patient atteint de la maladie d'Alzheimer, il y a des zones comme ici, où là, on a une plus faible consommation de glucose. Parce que vos neurones, c'est comme vous-même, quand vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas très envie de manger. Et bien là, c'est pareil. C'est comme ça, en fait, qu'on peut détecter déjà que les neurones ne sont pas en forme parce que du coup, ils consomment moins de sucre. Et donc ça, dans ce cas-là, on parle d'hypométabolisme. Ce qui est bien avec la TEP, c'est que quand vous changez votre radiotraceur, vous pouvez voir plein d'autres choses. Donc, on a par exemple tout ce qui est la TEP amyloïde. Alors là, il y a plein de noms différents, mais donc je vais rester générique, TEP amyloïde. Et donc là, ça nous permet de voir si, du coup, on a une présence de plaques amyloïdes dans le cerveau. Donc à gauche, vous voyez la présence d'amyloïdes dans la matière blanche. Ça, c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est que ça se diffuse dans tout le cerveau, dans toute la matière grise, là au niveau du patient avec la maladie d'Alzheimer. Donc là encore, la TEP, elle nous donne vraiment des infos importantes. Bon, là, j'ai pas d'illustration, mais on peut faire la même chose
pour regarder, donc avec le PET-tau, s'il y a la présence de cette protéine tau aussi dans le cerveau. Là, vous pouvez peut-être voir la TEP, ce que j'ai fait, c'est que je l'affiche par-dessus l'image IRM. C'est parce que au niveau de la TEP, en fait, la résolution spatiale est un petit peu moins bonne. Et donc, du coup, pour être sûr de savoir où est-ce qu'on se place dans le cerveau, c'est vrai qu'on aime bien la regarder superposée à de l'IRM structurel, du coup. Alors, on a toutes ces différentes options, toutes ces différentes images. Et donc, à quoi est-ce que ça nous sert? Ça nous sert, par exemple, à faire du diagnostic précoce. Parce que là, je vous ai montré un sujet sain qui n'a du coup pas de trouble cognitif, sujet atteint de la maladie d'Alzheimer, mais vous avez vu que c'était vraiment un spectre avec des phases intermédiaires comme le trouble cognitif léger. Et déjà à ce stade, on arrive à voir des signes au niveau des images qu'il y a des changements qui sont en train d'opérer dans le cerveau. Donc là, déjà, on voit une petite réduction du volume de l'hippocampe chez ce sujet, par exemple. C'est pareil pour les autres modalités. Là, pour la TEP au FDG, donc ce qui est consommation de glucose, on commence à voir déjà que là, il y a une petite baisse de consommation. Et pareil, pour la TEP amyloïde, on commence à voir cette accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau. Donc déjà, l'imagerie, ça peut vraiment nous servir pour faire ce diagnostic précoce. Mais ça peut aussi nous servir à faire du diagnostic différentiel, c'est-à-dire parce que là, on a parlé beaucoup de maladie d'Alzheimer, mais vous savez que ce n'est pas la seule démence qui existe, et c'est parfois assez difficile de les différencier au niveau des signes cliniques. Et là, du coup, l'imagerie peut nous aider, parce que du coup, on va avoir des motifs d'atrophie qu'on peut voir sur l'IRM structurel, des motifs d'hypométabolisme qu'on peut voir sur la TEP ou FDG, qui sont assez différents selon les types de démence auxquels on a affaire. À gauche, vous avez maladie d'Alzheimer. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la démence frontotemporale, dans sa variante comportementale qui est la plus courante. Et ensuite, vous avez deux types d'aphasie primaire progressive, qui sont encore d'autres démences plutôt rares, donc dans deux variantes, la variante sémantique et la variante logopénique. Et donc là, vous voyez que les zones assez différentes qui sont atteintes. Au niveau de la maladie d'Alzheimer, on va être plutôt dans ce coin-là, ici. La démence frontotemporale, comme son nom l'indique, on va plutôt être au niveau frontal. Donc là, vous voyez bien l'hypométabolisme. La démence sémantique, c'était un peu l'ancien nom. Là, il y a vraiment une zone très spécifique qui peut être vraiment atteinte très fortement. Et pour son autre variante, on va être plus dans cette zone du cerveau-là. Et donc là, l'imagerie peut aussi vraiment nous aider à voir... à faire la différence entre les différents types de démence quand on a des doutes. Voilà. Donc tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que moi je fais de mes journées au quotidien? Donc en fait, mon but, c'est de pouvoir extraire donc, des images que je vous ai montrées automatiquement les anomalies qu'on peut voir à l'œil. Donc vraiment, c'est ça, l'identification automatique des anomalies. Donc là, je vais prendre l'exemple de la TEP au FDG, donc, qui, je le rappelle, donc ça fournit des informations sur la consommation de glucose des neurones, et ça peut donc être un marqueur de dysfonctionnement de ces neurones. Donc là, vous avez une population de sujets sains, donc sans trouble cognitif, et donc votre médecin nucléaire qui regarde ce type d'image, les cliniciens en général, ils savent très bien à quoi ressemble une image de scène. Ils ont ça très clair dans leur tête. Du coup, quand ils voient l'image d'un patient, en fait, ils sont capables de dire « Oh, il y a quelque chose d'anormal ici ou ici », parce qu'ils savent très bien à quoi devrait ressembler l'image saine de ce patient. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je développe des méthodes qui sont capables d'imiter ce processus-là à l'aide d'un ordinateur. Donc, en fait, on veut faire à un ordinateur ce que le clinicien peut faire mentalement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? Donc, une façon de le faire, c'est de tout simplement comparer l'image de notre patient à notre population de sujets sains. Alors, la façon la plus évidente de faire ça, c'est de calculer en fait une moyenne des images des patients sains et simplement de faire une soustraction entre l'image de notre patient et ce qu'est une image saine en général. Si on fait la différence,
tout ce qui va ressortir, normalement, c'est des anomalies. Alors, c'est bien de faire ça. Le problème, c'est que vous voyez là, même si ce sont des sujets sains, les images, elles sont assez différentes. Il y a des cerveaux plus ou moins allongés. Il y a la répartition du traceur qui se fait pas toujours de la même manière tout le temps. Et en fait, si on fait cette méthode très simple, on va être très peu sensible. Et du coup, on va pas être capable en fait d'identifier des anomalies ou seulement des anomalies grossières. Et là, on peut le faire très bien à l'œil. Il n'y a pas besoin de l'informatique. Du coup, l'idée, ça va être de sélectionner certains sujets sains de notre population qui vont participer à notre image moyenne. Donc, une façon de le faire, c'est par exemple d'éliminer les sujets sains qui sont trop différents en termes de leur morphologie aux patients qu'on est en train d'étudier. Alors, on peut faire ça, mais c'est un petit peu dommage parce que du coup, on se prive de pas mal de données. Et là, il y a ces trois-là, on ne va pas les utiliser, c'est un peu dommage. Du coup, une autre idée, c'est de faire cette sélection vraiment localement. Donc, on va dire que, par exemple, pour cette zone-là du cerveau, je trouve que ce sujet sain-là, il est plutôt similaire. Alors, du coup, je vais garder pour cette zone du cerveau. Pour cette zone du cerveau-là, ça va plutôt être celui-là qui est assez proche. Du coup, je vais garder ce sujet sain-là dans cette région-là du cerveau. Et en fait, on peut faire ça pour toutes les zones du cerveau. Donc là, je montre des gros carrés, mais en fait, on fait ça vraiment au niveau du pixel. Enfin, c'est une échelle très petite. Et donc, en fait, tout ça, ça revient à recréer en fait la version saine de l'image qui correspond au patient qu'on est en train d'étudier. Et du coup, une fois qu'on a ça, on peut juste la comparer à la véritable image du patient qu'on a, et hop, on peut obtenir les anomalies. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, vraiment, le but à cette étape, c'est de recréer la version saine de l'image TEP qui correspond au patient qu'on étudie et qui correspond donc à sa morphologie. Donc pour ça, il nous faut 2 ingrédients. Un, c'est l'IRM structurel du patient qui nous donne des informations sur sa morphologie. Et une deuxième chose qu'il nous faut, c'est une population de sujets sains pour lesquels on connaît à la fois la morphologie avec l'IRM et à la fois la modalité d'imagerie de laquelle on souhaite extraire ces anomalies. Donc là, dans mon cas, c'est la TEP au FDG. Donc il y a une étape préliminaire que je ne vous ai pas présentée qui consiste à déjà aligner toutes les images entre elles. Parce que dans l'IRM ou dans la TEP, on n'est pas tous bien droits. Il y en a qui vont être un peu plus comme ça, d'autres comme ça, comme ça. Donc il faut déjà aligner tout le monde, sinon on ne s'en sort pas. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir, ce qu'on veut, c'est sélectionner, du coup, dans notre population de sujets sains, ceux qui vont participer à la construction de ce que j'appelle la TEP pseudo-saine, parce que c'est une image qui n'est pas réelle, que je génère, donc pseudo-saine. Et donc l'idée, c'est vraiment de les sélectionner les plus similaires en termes de morphologie. Et donc on veut faire cette sélection localement dans l'image, pour mieux, du coup, exploiter les données disponibles. Donc là, par exemple, on va regarder la similarité donc, dans ce petit rectangle-là, qui est du coup, en fait, c'est un cube déjà, et qui normalement est très petit, mais bon, là, pour des raisons évidentes de visualisation, je l'ai grossi. Et donc, on va calculer la similarité donc à ce niveau-là d'image entre notre patient et du coup, chaque sujet sain qu'on a dans notre base de données. Et donc, on calcule ça, c'est une mesure de similarité au niveau des images qu'on utilise comme proxy pour la similarité en termes de morphologie entre les deux sujets. Donc, on calcule ces similarités donc, pour tous les points de l'image et entre le patient et chaque sujet sain qu'on a dans notre base de données. Et une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir en dériver des poids quand on va du coup créer notre image pseudo-saine. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement une moyenne pondérée des images TEP de nos sujets sains. Et la pondération, elle se fait en termes, du coup, de leur similarité en termes de morphologie, encore une fois, entre patients et chaque sujet. Donc, on a calculé la similarité là, et on en déduit un poids qu'on va appliquer à cet endroit-là de l'image. En fait, à chaque fois, on donne plus de poids aux sujets sains qui sont
les plus similaires aux patients qu'on est en train d'étudier. Et donc, on connaît ces poids-là, encore une fois, pour tous les points de l'image. Et donc, du coup, ce qui nous permet de générer une moyenne pondérée, du coup, que j'appelle ici la TEP pseudo-saine, parce qu'en fait, elle correspond à ce que serait la version saine de l'image, vraiment personnalisée au niveau du patient, personnalisée à sa morphologie. Une fois qu'on obtient, du coup, cette image pseudo-saine, on peut la comparer à la véritable image TEP du patient, et on obtient ce que j'appelle une carte d'anomalie. Donc en fait, vous voyez qu'à cet endroit-là, et un peu à celui-là, c'est là où il y a le plus en fait de différences. Donc on les voit bien là. Et donc ce sont ces anomalies qui vont ressortir. Je vais vous montrer des exemples. On commence avec quelqu'un qui n'a pas de trouble. D'abord, vous avez l'image TEP et ensuite la carte d'anomalie qui correspond. Là, c'est un sujet pour lequel il n'y a pas de trouble cognitif. Du coup, dans la carte d'anomalie, il n'y a pas grand-chose. Là, vous voyez, les valeurs, elles sont en fait très faibles. Donc tout va bien. Donc là, on a un premier patient avec un trouble cognitif léger, plutôt en stade précoce, où on commence à voir apparaître des petites anomalies. Quand on progresse, donc là, un trouble cognitif léger, mais à un stade un peu plus avancé, on commence à voir de plus en plus d'anomalies. Et quand on arrive à la maladie d'Alzheimer, là, on retrouve pas mal d'anomalies. Donc, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que là, on arrive vraiment à détecter les anomalies au niveau individuel. C'est vraiment pour ce sujet-là. Et donc, c'est là qu'on voit que, par exemple, entre ce sujet-là, qui est un trouble cognitif léger, et la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas tant de différence que ça, en fait. Mais donc là, ça nous permet vraiment de personnaliser. Voilà, parce qu'il va y avoir d'autres troubles cognitifs légers qui vont plus ressembler à celui-là et des maladies d'Alzheimer qui vont être encore plus anormales. Mais donc on peut vraiment y analyser individuellement ces choses-là. Là, je vous ai montré des exemples au niveau de la TEP ou FDG, mais en fait on peut faire ça avec un peu n'importe quel traceur TEP. Donc là vous avez un exemple pour la TEP amyloïde, ce sont les mêmes sujets que la diapositive précédente. On voit que pour le sujet donc sans trouble cognitif, là, on n'a pas de présence d'amyloïde du coup dans la matière grise. On commence à en avoir un petit peu quand on est à des troubles cognitifs légers, encore plus quand on est à un stade plus avancé de troubles cognitifs légers, et encore plus quand on est au stade de la maladie d'Alzheimer, où là, on a vraiment l'amyloïde qui prend quasiment tout le cortex. Au début de la présentation, je vous ai aussi dit que ça pouvait être utile pour faire du diagnostic différentiel, d'avoir les images. Et donc du coup, là c'est ce que je vous montre là. On peut calculer ces cartes d'anomalie aussi pour les différents types de démence que j'avais mentionnés précédemment. Donc là, pour chaque type de démence, vous avez encore une fois la TEP, la véritable image, la carte d'anomalie. Et ça, c'est toujours la carte d'anomalie, mais avec une d'autres couleurs, et en fait où je fais un seuillage pour ne voir vraiment que ce qui est vraiment anormal. Parce qu'on a toujours des toutes petites différences, mais qui sont pas importantes. Et donc là, cette carte-là, elle garde vraiment que ce qui est assez important. Et donc là, encore une fois, quand vous regardez du coup ces images-là, vous voyez que selon le type de démence, on a des motifs vraiment d'anomalies très différents. Donc, du coup, on en vient à la conclusion. Donc là, ces cartes d'anomalie-là, elles peuvent être un outil de visualisation pour les cliniciens. Parce qu'ici, à la Pitié, on a de la chance d'avoir des centres experts, mais il n'y en a pas partout. Et donc, du coup, pouvoir avoir un outil informatique qui permet de dire au médecin, regardez à cet endroit-là, je pense qu'il y a quelque chose d'anormal. Je pense que ça peut être utile, parce que du coup, il va pouvoir aller regarder, il ou elle, dans des endroits où ils n'auraient pas pensé regarder avant, parce que c'est une pathologie dont ils n'ont pas l'habitude. Donc ça peut aider dans ce sens-là. Et moi, c'est aussi utile dans le reste de la recherche que je fais, parce que ça peut améliorer l'interprétabilité des analyses ultérieures qu'on peut faire. Parce que on aime bien pouvoir donner des images en entrée à des algorithmes qui font de la classification, qui sont capables de dire « oh, sujet sain ou maladie d'Alzheimer ».
Mais ces algorithmes, ils apparaissent souvent comme des boîtes noires, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Alors que du coup, si ce qu'on leur donne en entrée est très clair, très bien défini, on sait exactement quel type d'entrée, quel type de données on leur donne en entrée, eh ben on peut être plus certain de la raison pour laquelle l'algorithme donne telle ou telle décision. Donc ça permet d'améliorer l'interprétabilité. Et aussi, ce qu'on aime bien faire, c'est être capable de modéliser la progression dans le temps. Il y a aussi des algorithmes qui peuvent faire ça. Et là, encore une fois, quand on a des images comme ça très claires où c'est très bien défini ce qu'on donne en entrée de l'algorithme, on a une meilleure interprétabilité, donc on peut faire plus confiance à l'algorithme qu'on a. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui était vraiment très intéressant, mais il me semble que toute l'analyse qui est faite de ces imageries est basée quand même sur une image reconstituée du cerveau sain de la personne qui est étudiée. Or, ça, vous le reconstituez, c'est quelque chose qui n'est pas d'origine, c'est manuel, c'est vous qui le faites manuel, enfin par l'intermédiaire de l'informatique, mais c'est manuel. Quel est le taux de confiance que vous avez, parce que vous pouvez vous tromper dans cette reconstitution, quel est le taux de confiance que vous avez aujourd'hui pour permettre de dire, parce que tous ces résultats-là dépendent de ce taux de confiance. Si vous avez un taux de confiance qui est quand même avec un taux de probabilité très important, le résultat, l'analyse n'est pas très fiable. Oui, c'est effectivement un facteur très, très important. Donc là, par exemple, je sais que quand... alors c'est toujours difficile à évaluer ce genre de choses, mais la façon dont je peux l'évaluer, c'est en générant une image pseudo-saine pour un sujet sain. Parce que du coup, quand je vais faire la différence entre les deux, normalement, il ne doit pas y avoir de différence. Et donc là, je sais que j'ai une différence qui peut atteindre à peu près les 10%. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui... Voilà, c'est la limite pour le moment de cette approche-là. Et donc, du coup, c'est vraiment pour ça que c'est important qu'il y ait toujours le médecin dans la boucle, parce que c'est lui qui prend les décisions. Là, pour le moment, les algorithmes ne prennent pas de décision. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est vraiment un outil de support qui dit « Ah, peut-être qu'à cet endroit-là, il y a des anomalies. » Mais si le médecin pense qu'il n'y a pas d'anomalie, pas d'anomalie. C'est vraiment, pour le moment, on en est là. Mais effectivement, dans tout ce qui est la robustesse, la reproductibilité, être capable de dire quand on est certain ou qu'on n'est pas certain d'une décision, ça, ce sont vraiment des problématiques de recherche qui sont très actuelles, qui sont vraiment pas évidentes, mais c'est quelque chose qu'on explore tous les jours. Et vous arrivez néanmoins à définir un taux de probabilité relativement précis en termes de probabilité, parce que vous parlez de 10% sur la reproduction déjà d'un cerveau sain. Mais ça, c'est pour un cerveau sain. Mais après ça, comme vous reprenez des morceaux de différents secteurs, quel est le taux de probabilité que vous pouvez obtenir à partir de cela? Est-ce que vous avez une confiance dans ce taux de probabilité? Là, en fait, on n'a pas vraiment de probabilité dans ce qu'on fait là exactement. Enfin, moi, je pense que je pourrais effectivement déduire je sais que globalement, je fais une erreur d'à peu près 10% sur la reconstruction de chaque pixel. Et donc ça, je pourrais en déduire effectivement un taux de confiance, mais sur la reconstruction d'une image comme ça, avoir une probabilité, ça n'a pas forcément, c'est pas forcément l'aspect le plus pertinent. Ce qu'on peut avoir, c'est effectivement une carte qui nous dirait en chaque point de l'image, là où j'ai confiance, qui se base en fait, aussi c'est lié à cette probabilité, et ça on peut l'obtenir. C'est quelque chose que j'ai pas montré, mais en fait dans le modèle j'estime non seulement la moyenne, mais j'estime une variation, ce qui fait que la carte d'anomalie que je génère, en fait elle est modulée par cette variation. Donc les zones de l'image pour lesquelles je suis vraiment pas sûre, en fait elles vont pas contribuer beaucoup à mon modèle. Et donc c'est comme ça qu'on arrive en fait à limiter un peu les risques. Les zones où on n'est pas confiant, en fait on les exploite pas beaucoup. Voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose, mesurer l'incertitude, c'est pas simple, mais on essaye. Je voulais savoir depuis quand dataient les couleurs de l'imagerie et est-ce que c'est international comme définition? Est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes couleurs pour les mêmes... voilà.
pas du tout. En fait, les couleurs, c'est totalement artificiel. En fait, c'est de base, on est sur une image de niveau de gris. Donc l'IRM structurelle, elle est toujours présentée en niveau de gris. Mais en fait, la TEP, c'est aussi du niveau de gris. C'est juste que c'est plus joli quand il y a des couleurs. Et donc, du coup, moi, je choisis une palette de couleurs pour la représenter. Mais c'est pas du tout universel. On a des conventions qui font que quand on regarde de la TEP au FDG, on est plutôt sur ce type de couleurs. Mais en fait, c'est vraiment pas universel. Pareil, normalement, la TEP amyloïde, alors ça va dépendre des traceurs qui sont utilisés. Mais je crois que les médecins, ils ont des consignes, en fait, des labos qui fournissent les traceurs pour, donc, par exemple, souvent la TEP amyloïde, l'analyse qui en est faite, c'est est-ce que c'est amyloïde positif, est-ce qu'il y a présence de plaques ou pas. Et donc, pour faire cette analyse-là, je crois qu'ils sont censés les regarder en niveau de gris inversé. Donc en fait, le fond est censé être blanc, et quand il y a beaucoup d'amyloïdes, c'est censé être noir, et ils sont censés faire cette analyse comme ça pour après dire c'est amyloïde positif ou négatif. Mais bon, pour les présentations, c'est plus joli de mettre de la couleur, mais c'est totalement artificiel. Mais ça n'est pas une aide que d'avoir la couleur? Moi, je trouve que oui. Parce qu'effectivement, par exemple, sur la TEP au FDG, si c'était tout du niveau de gris, ce serait très lisse. Alors que là, je choisis une palette de couleurs qui fait vraiment ressortir, en fait. Et ouais, moi, je trouve que c'est plus lisible avec de la couleur, mais c'est pas... voilà, chaque fabricant, quand il fournit un scanner avec la console, je pense que les palettes de couleurs, elles sont légèrement différentes. Donc c'est pour ça, faut que je pense que chaque clinicien doit s'habituer aussi à la machine qu'il a pour bien voir ça. Mais bon, c'est une habitude qui est prise assez rapidement. Mais oui, il y a pas de, enfin c'est pas comme les images naturelles quand vous prenez des photos où il y a 3 canaux pour le rouge, tout ça. Non, là c'est juste un seul canal de niveau de gris. Moi, j'avais une question et justement, je voulais vous remercier parce que c'est très intéressant. Je comprends complètement l'intérêt pour l'avenir de toutes ces études et donc pour les chercheurs, mais aussi pour les médecins. Par contre, au présent, pour les patients, vous parliez de l'intérêt du diagnostic précoce. Quel est l'intérêt pour un patient, sachant qu'il n'y a pas de médicaments, de savoir très tôt qu'il sera très mal dans le futur? Et je parle d'expérience par rapport à un proche qui l'a su relativement tôt. Et j'avais milité pour faire les examens et je regrette de l'avoir fait puisque ça a permis à la personne de savoir plus tôt ce qui allait lui arriver. Oui, non, c'est vrai que là, ça nous fait sourire, mais c'est une question très, très, très importante. Et en fait, là, ça sert beaucoup pour pouvoir obtenir des cohortes de patients qui peuvent ensuite rentrer dans des essais cliniques. C'est principalement fait pour ça, parce qu'effectivement, sinon, savoir très, très tôt que ça va finir mal, je pense que personne n'a envie de ça. Et c'est pour ça que la TEP amyloïde, par exemple, je pense qu'on l'a fait que dans des cadres comme ça avec dans des cohortes de recherche, ce genre de choses, parce qu'effectivement, savoir que vous avez de l'amyloïde dans le cerveau, qu'est-ce que vous faites de cette information? Parce que peut-être que vous allez mourir dans des années avec de l'amyloïde dans le cerveau sans que vous ayez jamais développé aucun symptôme. Peut-être que vous allez en développer. Et donc, c'est pour ça, c'est des questions éthiques qui sont vraiment importantes parce que qu'est-ce qu'on fait de cette information? Donc, effectivement, là, si vous avez des plaintes de mémoire et que vous avez cet examen, c'est vraiment... je pense que c'est... Encore une fois, je ne suis pas du tout médecin. C'est pas forcément... C'est pas une bonne idée. Je pense même pas que ça puisse être faisable facilement. Mais effectivement, c'est très important pour pouvoir avoir des cohortes très, très homogènes dans l'objectif de rentrer dans des essais cliniques. Parce qu'à ce moment-là, comme disait Nicolas tout à l'heure, on prend vraiment les gens à des stades très précoces et on veut aussi traiter la bonne maladie. Parce que si on fait rentrer quelqu'un dans un essai clinique qui a par exemple une démence frontotemporale et qu'on traite pour la maladie d'Alzheimer, il y a des chances que ça ne marche pas. Donc du coup, c'est vraiment sur ces aspects-là que l'imagerie peut être importante.
Et selon ce qu'on arrive à développer comme traitement, selon quelles seront les politiques dans l'avenir de prévention, peut-être que ça rentrera en compte, mais effectivement, faire de l'imagerie pour du diagnostic précoce alors qu'on n'a pas de solution à apporter, ça n'a pas de sens. J'ai une question sur le coût de ces dispositifs, des MRI, des TEP. Je crois savoir que ça coûte au moins 2 000 à 3 000 euros pour une séance. Est-ce que vous pouvez confirmer les prix actuels? Et comment est-ce que vous voyez les choses évoluer dans les 10 prochaines années avec les algorithmes, etc. Est-ce que ça va devenir plus abordable? Est-ce que la technologie va faire en sorte que les coûts diminuent pour pouvoir potentiellement faire plus d'imagerie? Alors au niveau des prix, je ne sais pas grand-chose. Je pense que c'est moins que ça. Je pense qu'une TEP, c'est peut-être 800 et l'IRM, ça doit être moins. Il me semble. J'essaye de trouver les prix quand on, quand on présente des projets. Mais ça reste cher. Et par exemple, pour la TEP, c'est pas neutre. Parce que là, je vous parlais de traceurs radioactifs. Bah, tout ça, c'est pas neutre. Donc on le fait pas sans avoir un but spécifique. L'IRM, par contre, ça c'est bon, vous pouvez en faire. Enfin, à partir du moment où vous n'avez pas d'implant métallique, tout ça, c'est bon. Ça. Je pense que le coût unitaire n'a pas vraiment de raison d'évoluer. Quand il y a des nouveaux traceurs peu répandus, là, ça peut avoir des coûts parce que certains sont plus ou moins justement coûteux à produire. Mais effectivement, après, si on augmente le nombre de personnes à scanner, forcément, les coûts augmenteront. Mais là, encore une fois, pour le moment, il n'y a pas vraiment de raison de le faire, vu qu'on n'a pas de solution à apporter ensuite. Est-ce que vous avez fait le même travail avec les marqueurs pour les démences à corps de Lévy ou pas du tout? Alors moi, pas du tout. Il n'y a pas de raison particulière. C'est juste que j'avais pas les données sous la main, mais il n'y a pas de raison que ça marche de façon différente. C'est ça qui est bien avec cette approche-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un a priori sur la pathologie qu'on est en train d'étudier. On va extraire des anomalies, peu importe la pathologie, et c'est en voyant les motifs d'anomalie qu'après on va pouvoir justement déduire une possible pathologie. C'est ça qui est intéressant avec cette méthode aussi. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Foulon et je dirige une entreprise qui s'appelle Genius Healthcare, qui est spécialisée dans les dispositifs médicaux numériques. Et nous sommes fidèles d'un groupe international qui s'appelle MindMice, dont on est la représentation française. Et je viens vous parler aujourd'hui de thérapie digitale. Donc, c'est une approche complètement différente de ce que vous avez vu par les précédents interlocuteurs et complètement complémentaire. Donc, une thérapie digitale, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est tout ce qu'on peut apporter de manière digitale ou numérique en santé, en faisant tout un processus classique de validation clinique pour s'adresser aux patients de manière concrète et surtout sécurisée. Donc, on peut prévenir, gérer ou traiter un trouble médical à travers le numérique. Et je vais vous en montrer quelques exemples, notamment sur la maladie d'Alzheimer. Donc, on est, nous, basé ici à l'Institut du cerveau et on a un laboratoire commun avec l'Institut depuis quand même, ça va faire quasiment 10 ans, où se rejoignent les spécificités de l'Institut, c'est-à-dire tout ce qui est autour d'ordre médical, hein, donc avec les spécialités sur les troubles de la marche et de l'équilibre, tous les troubles de la motivation, etc. Et nous, on apporte tout le côté technologique avec nos équipes. Et ce laboratoire commun, sa vocation est de créer tout ce qui est solutions médicales thérapeutiques et digitales, à la fois pour les professionnels de santé et pour les patients. Et ce laboratoire, il est dirigé par le professeur Marie-Laure Walter et moi-même, et on fonctionne comme ça sous l'égide de l'Agence nationale de la recherche. Et je vous présente quelques travaux que nous avons menés. Voilà. Donc, nous avons une feuille de route qui est très rigoureuse. On va d'abord identifier un besoin de santé publique. Donc, en l'occurrence, je vais vous parler là aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Et on va créer une solution digitale. Alors, c'est un travail qui est complexe, qui est long, et on y amène toute la rigueur à la fois clinique et aussi technologique.
Et puis, quand on fait cette innovation, on va plus loin, on va faire tout ce qu'on appelle un processus de validation clinique. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec le Covid, ce sont des terminologies que tout le monde commence à maîtriser. C'est qu'on va faire des études cliniques, phase 1, phase 2, phase 3. Vous voyez ? On va ensuite faire une autre étude, c'est une étude de médico-économique. C'est-à-dire on va mesurer l'impact médico-économique de notre innovation sur le système de santé. Ensuite, on va faire un autre travail tout aussi compliqué qui est de mise en conformité réglementaire, tout ça pour devenir un dispositif médical. Un dispositif médical, il peut s'adresser aux patients et il peut être prescrit par un professionnel de santé. Et ensuite, on met cette innovation sur le marché. Donc, on a une plateforme que je vais vous montrer qui s'appelle Curapi.com qui diffuse nos solutions une fois qu'elles ont passé toutes ces étapes et tout ce processus. C'est un travail qui est très long. C'est un travail, on maintient toujours un très haut niveau technologique, mais surtout éthique et aussi clinique. Voilà, c'est ce milieu-là, voilà, c'est cet écosystème qu'on arrive à faire ici à l'Institut du cerveau parce qu'on a toutes ces compétences qui sont réunies au sein de ce laboratoire. Donc, sur la maladie d'Alzheimer, on a beaucoup travaillé autour de l'utilisation des environnements ludiques pour s'adresser aux patients. Pourquoi un jeu ? Parce que vous savez, quand il faut faire de la rééducation, c'est un processus qui est laborieux, c'est un processus qui est répétitif, où on demande aux patients de faire énormément de choses. Et le fait de rajouter toutes ces actions dans un environnement ludique et dans un jeu, eh ben, ça nous permet d'être très acceptés par les utilisateurs et ça nous permet de pouvoir aussi sortir un peu du cadre de la rééducation classique parce que le patient, lui, à la fois en faisant des mouvements très, très pointus d'un point de vue clinique, il passe un temps, ma foi, qui est plutôt très agréable. Donc, je vous montre un extrait d'un reportage qui est passé à la télé. Ça va vous montrer à quoi ressemble un peu ce que nous faisons et je reviendrai pour détailler comment nous avons mené tous ces travaux. Au chapitre santé, c'est demain que se tient la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. 225 000 personnes sont diagnostiquées chaque année en France. Mais s'il n'y a pour l'instant aucun traitement miracle, il existe, vous allez voir, des techniques pour ralentir la progression de la maladie. Et parmi elles, ce jeu vidéo à visée thérapeutique que nous présentent Julien Roux, Charlotte Casanova et Régis Rouanet. Quel jeu vous choisissez ? Un jeu vidéo pour soigner. Jean est atteint d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, il se glisse dans la peau d'un marin. En voguant sur cet océan, il travaille sa motricité, ses réflexes et sa mémoire qui lui fait défaut. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. La maladie n'évolue pas. Ces séances collectives de jeux vidéo thérapeutiques sont prises en charge gratuitement par une association. 2 fois par mois, les participants s'entraînent pour améliorer pas à pas leur capacité physique, mais aussi cognitive. Pensez par exemple à orienter son navire correctement. Au bout d'1 an, Colette a constaté un ralentissement dans l'évolution de la maladie de son mari. Depuis qu'il pratique ce jeu, ça l'a stabilisé. C'est-à-dire qu'il perd moins ses repères. C'est-à-dire qu'il garde un petit peu des repères. Il peut aller dans la rue, il ne se perdra pas. C'est à Montpellier, dans cette société spécialisée dans la conception de jeux thérapeutiques, qu'a été créé ce dispositif médical d'un genre nouveau. 3 années ont été nécessaires pour le mettre au point, avec l'aide de médecins spécialistes d'Alzheimer. Pour ces jeunes graphistes âgés d'une 30aine d'années, le défi est d'adapter le jeu vidéo aux besoins de leurs aînés, atteints de maladies neurodégénératives. Il s'agit encore plus que d'un jeu traditionnel, il s'agit d'un jeu de rééducation, où on va demander quand même à des patients qui peuvent avoir soit des déficiences, des pathologies, de faire des mouvements. Donc il est très important que les mouvements correspondent à ce que le thérapeute souhaite. Le professeur Philippe Robert a participé à la création du jeu. C'est selon lui l'une des méthodes non médicamenteuses les plus efficaces. Il a prescrit d'ailleurs sur ordonnance à ses patients. Mais pas question de parler d'un remède miracle. Ça ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies du cerveau. Par contre, quand on fait de l'activité physique, eh ben, forcément, il y a quand même une activité cérébrale. Le médecin recommande de pratiquer ces jeux régulièrement. Le bon rythme, des petites séances d'1 quart d'heure 3 fois par semaine. En France, près d'1 million de personnes sont atteintes par la maladie d'Alzheimer, qu'aucun médicament ne guérit à ce jour.
Il y en a un troisième. Donc, vous voyez, c'est une approche qui est complètement complémentaire, hein, qui est nouvelle et qui correspond à des usages d'aujourd'hui. Et de toute façon, il faut bien étudier un maximum de solutions pour arriver à apporter des solutions, quelles qu'elles soient. Et tout ça, c'est complémentaire avec tout l'arsenal thérapeutique qui existe à ce jour, ma foi, qui n'est pas non plus très répandu. Donc, quand on travaille sur ce genre de produit et sur ce genre de dispositif, on va travailler sur 4 axes, grosso modo. C'est l'activité physique, l'activité cognitive, tout ce qui nous permet de mettre une personne dans un maximum de comportements et dans un contexte émotionnel positif. Et puis, on va travailler sur, une fois qu'on a établi ces axes-là, et bien sur des actions répétées, intensives, des outils qui nous permettent de travailler sur la durée, avec beaucoup d'interactions. Et puis, ce jeu, il enregistre énormément d'informations qui sont restituées aux professionnels de santé, donc qui permet de mesurer en permanence l'utilisation du jeu et surtout les résultats. Vous voyez ? Donc, c'est un jeu dans lequel on a inclus énormément de tests d'évaluation des pathologies cognitives, plus une activité physique avec un certain nombre de mouvements qui sont schématisés ici. Donc, il faut se baisser, lever les bras, remonter, etc. Et tous ces mouvements nous permettent de mettre quelqu'un en activité physique à la hauteur d'une fréquence cardiaque aux alentours de 55%. Si vous voulez, ça ressemble un peu à du tai chi. Voilà. Si quelqu'un fait du tai chi pendant 1 heure, il a une activité physique, une augmentation de la fréquence cardiaque qui correspond à l'utilisation de ce jeu. Donc, il y a une activité physique qui fait travailler la coordination motrice, l'aérobie, et puis tout ce qui est stabilité, équilibre, etc. Il y a aussi tout ce qui est au niveau du cognitif. Et dans ce jeu, on travaille tout ce qui est indiqué en dessous, c'est-à-dire l'orientation spatio-temporelle, tous les temps de réaction, tout ce qui est mémoire, etc. Mais de manière vraiment intensive, vous voyez ? En jouant, donc c'est une bataille navale de sous-marins. Alors pourquoi de sous-marins ? Parce qu'on cherchait un jeu qui nous permette de pouvoir travailler avec les membres inférieurs. Donc le jeu, il s'utilise avec une caméra qui capte l'ensemble des mouvements. Et un sous-marin, en fait, donc je m'éloigne du micro, mais quand on se baisse, on plonge, vous voyez ? Donc, on cherchait vraiment à pouvoir travailler les membres supérieurs, inférieurs, les déplacements droite-gauche, taper dans les mains pour tirer sur d'autres bateaux, etc. C'est un jeu qui est multijoueur et c'est un jeu qui s'utilise à la fois entre patients, mais avec aussi la famille et les petits-enfants et autres. Tout le monde se retrouve dans ce jeu. Et donc, il y a tous ces travaux d'entraînement et de stimulation cognitive, et puis un certain nombre de tests qui sont dans le jeu, qui correspondent d'ailleurs aux tests classiques de mesure d'évolution des maladies cognitives, hein, le TMT, etc. Donc, en jouant, le professionnel de santé, il recueille des informations sur son patient sur l'activité physique, l'activité cognitive, et des résultats des tests, jour après jour. Donc, il peut voir jour après jour l'évolution, les améliorations ou autres. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'informations qui sont restituées aux professionnels de santé. Vous voyez ? Donc, c'est très précis et ça nous fait que c'est quasiment du diagnostic d'évolution jour après jour. Donc, ce jeu... Et ce dispositif médical, vous voyez, on a commencé à travailler, les premières réflexions datent de 2011. Vous voyez ? Et on a commencé dans les premières versions du jeu en 2013-2016, avec une première étude de faisabilité en 2016, avec des résultats qui ont été très encourageants. Et on a commencé donc à en faire une version améliorée et à lancer une étude clinique en 2019 de phase 3 sur 18 centres en France. Donc ici à la Salpêtrière, c'était l'Institut de la mémoire du professeur Dubois, et puis répartis sur tout le territoire, et aux alentours de 178 patients qui ont été inclus dans cet essai clinique. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ça prend du temps. Moi, je viens des technologies du numérique. On a l'habitude d'être très agile, d'aller très vite, etc. Ceci dit, en santé, on prend toujours le temps de faire des
des études, parce que à la fin, on joue notre crédibilité sur notre outil. Donc là, je vais vous montrer des résultats. Ils sont issus d'une étude clinique de phase 3 et avec tout le sérieux qui va avec. Donc aujourd'hui, c'est un résumé des résultats de l'étude clinique. Mais on se basait sur le NPI, qui est l'échelle de mesure des comportements du patient Alzheimer. Et aujourd'hui, sur cette échelle-là, on a une amélioration de 35% des patients qui ont utilisé le jeu versus aucune amélioration, voire même toujours une baisse du NPI sur l'essai randomisé des personnes qui n'utilisaient pas le jeu. Donc on a là de l'amélioration qui est quand même assez significative et qui est très intéressante. On a aussi une diminution des problèmes d'apathie aux alentours de 30%. L'apathie, c'est un fléau dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'absence de motivation pour faire des gestes du quotidien, pour aller avoir envie de faire des choses, de sortir et autres. Et là, en fait, on a de très bons résultats parce que quand on remet des personnes comme ça en activité, de vouloir aller se faire des promenades, un peu d'activité physique, aller voir des musées, au cinéma et autres. Ce sont des résultats qui sont très bons parce que ça remet les personnes en activité et donc on a aussi de l'amélioration et une diminution des phénomènes dépressifs et autres. Et puis ces résultats, une fois qu'on stoppe l'utilisation du jeu, quand on revérifie 3 mois après, on les maintient. Voilà, donc ce sont des résultats qui sont quand même assez forts versus, ma foi, très peu d'autres solutions qui sont sur le marché de la santé. Donc aujourd'hui, c'est un jeu qui s'appelle Extorp, qui est un dispositif médical. Il a passé tous les critères pour devenir un dispositif médical. Et il s'utilise à travers une plateforme que je présentais tout à l'heure, qui s'appelle Curapi, qui permet une utilisation, c'est l'image en haut à gauche, d'un patient avec son thérapeute directement dans une institution, seul ou à plusieurs, hein, puisque je vous ai dit que le jeu était multijoueur. Et les images du bas, c'est ce qui nous intéresse énormément, c'est le prolongement de l'utilisation du jeu, de la rééducation à la maison. Et là, le patient, une fois qu'il sort de l'institution, il continue à utiliser le jeu à la maison, et là, il joue seul ou en famille. Voilà. Donc, c'est ce qui nous intéresse beaucoup dans nos travaux, et dans la mise en place de nos solutions, c'est le prolongement de ce que l'on fait et l'utilisation à la maison, au domicile. Voilà, donc cette plateforme, elle s'appelle Curapi. Elle a aujourd'hui à peu près, elle est toujours un peu en test, hein, parce que la version commerciale va sortir en début d'année prochaine. Mais on a quand même 10 000 utilisateurs à ce jour et à peu près 1500 professionnels de santé. Hein. Donc ça commence quand même à se répandre. Voilà, ça c'est l'exemple de nos travaux. On travaille aussi sur d'autres pathologies qui sont la maladie de Parkinson, l'autisme et les AVC, donc tout ce qui tourne autour des troubles neurologiques. Et puis je vous ai mis ça, si ça vous intéresse, si cette thématique de la santé digitale vous intéresse, il y a un blog qui est assez connu et qui parle que de ça, qui s'appelle santédigital.fr et sur laquelle il y a vraiment beaucoup d'informations. Voilà, je réponds à vos questions, bien sûr, si vous en avez, avec grand plaisir. Oui, merci monsieur, c'était vraiment très intéressant. Ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que l'on a appris que la jante féminine était plus malade. Or, votre film, on ne voit que des messieurs. C'est vrai. Alors, le film est assez trompeur parce qu'en fait, on a beaucoup plus, même si c'est une bataille navale, de joueuses que de joueurs. Alors, est-ce que vous avez étudié également le genre de jeu qui convient également aux femmes ? Parce que bataille navale, je ne suis pas certaine. Mais c'est une bonne question. Une fois qu'on a mis en place toutes ces mécaniques qui existent dans ce jeu et qui sont validées, on peut aujourd'hui les transposer dans d'autres univers et c'est en cours. Donc on va. C'est en cours. Alors on a un problème d'édition de jeu parce qu'on va travailler sur une thématique, ça va plaire à une certaine catégorie. Bon, là maintenant notre socle clinique et scientifique, il est validé et on est en train de le déployer dans d'autres environnements. C'est en cours pour nous. Le plus dur, vous savez, c'est compliqué de faire un jeu, mais c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'en faire une validation clinique d'un socle comme ça, de briques qu'on peut reproduire dans d'autres jeux. Donc il y aura d'autres environnements ludiques ceci dit, on a eu beaucoup de surprises avec une grosse utilisation du jeu. Parce que si elle n'avait rien d'autre à leur disposition, elles étaient obligées de s'y conformer. Mais il y aura bientôt.
Merci beaucoup, monsieur, pour nous. Merci. Est-ce que vous pensez que ça peut être en préventif? Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être à un certain âge, commencer ce film, enfin Bon, comme le disait monsieur Villain tout à l'heure, tout ce qui est en prévention, tout ce qui est activité physique, tout ce qui est activité émotionnelle, tout ce qui est activité, voilà, si vous mangez bien, etc., tout ça c'est bon. Si vous faites vous pouvez l'utiliser sans problème, hein, puisque ce jeu, c'est un condensé de beaucoup de choses, avec en plus un enregistrement de toute votre activité et une restitution aux professionnels de santé. Donc, il sera accessible à partir de, je pense, début 2022. On devait commercialiser un peu avant. Bon, la crise sanitaire nous a un peu retardé sur la finalisation des études, mais c'est de manière imminente pour nous. Donc en 2022, si on tape Curapi.com. Ah d'accord, très bien. Très bien, merci. Écoutez, je vous remercie. Au revoir. Bonjour, je suis Jean-Louis Acosta, directeur de la communication et de la collecte de l'Institut. Les moyens apportés par nos donateurs sont essentiels, voire cruciaux, pour faire accélérer la recherche. Et c'est bien là le combat de notre Institut. Vous avez vu ce matin notamment le docteur Villain, et vous avez vu aussi Ninon Burgos, qui sont deux chercheurs de l'Institut et qui avancent sur leurs travaux de recherche grâce à vous. Et donc je voulais d'abord vous remercier de votre soutien régulier pour beaucoup d'entre vous, et puis remercier aussi tous les nouveaux donateurs que nous accueillons ce matin. Malheureusement, nous avons été obligés d'avoir une jauge réduite à 50% de cet espace pour ces contraintes sanitaires, mais nous sommes vraiment très heureux d'avoir, depuis 18 mois, relancé aujourd'hui avec vous ce cycle de conférences pour nos donateurs, pour vous tenir informés des avancées de la recherche. Et nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines. Vous recevrez des invitations dans votre journal Synapse prochainement pour les prochaines conférences de l'Institut, où nous aborderons d'autres thématiques que nous traitons ici au sein de notre Institut. Un grand merci à vous, et puis à très bientôt. Au revoir.